Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue à cette table ronde autour des organoïdes organes sur puce. Depuis plusieurs années, nous entendons parler d'organoïdes d'organes sur puce comme des modèles expérimentaux qui permettraient de remplacer, en tout cas de diminuer les modèles animaux dans la recherche de nouveaux médicaments ou bien aussi dans les expériences de toxicologie. Et ces outils pourraient également être utilisés pour être des avatars de patients ou des avatars d'organes de patients dans la médecine personnalisée. En 2022, il a été signé aux États-Unis un acte de modernisation de la FDA qui autorise de remplacer les essais animaux avant d'entrer en clinique par des modèles alternatifs à condition bien sûr qu'ils soient validés. Et donc, ce sont des choses qui ont... Cette décision de la FDA a boosté un peu l'intérêt en France et en Europe pour ces technologies. Et les questions qui tournent autour de cette technologie vont être abordées pendant cette table ronde, pour laquelle j'ai invité deux personnes, Katharina Chavez de Sanofi et Jérémy Kramer de Chery Biotech. Donc, les questions sur lesquelles on va essayer de se pencher, c'est qu'est-ce que sont ces méthodes exactement? Que peut-on en attendre aujourd'hui? Demain, alors demain étant à définir, parce que demain, ça peut être l'année prochaine ou ça peut être dans 10 ans. Quelles étapes et obstacles restent à franchir pour que ça soit accepté et pris dans le monde médical, le monde industriel, mais aussi par les autorités réglementaires. À partir du moment où vous modifiez un paramètre au niveau réglementaire, il faut bien sûr que ça soit pris en charge. Et voilà, donc on va démarrer la discussion. Je demanderai aux deux intervenants de se présenter rapidement lorsque je poserai une question. Et la première question auquel il est important de répondre, c'est qu'est-ce qu'on appelle organoïde, qu'est-ce qu'on appelle organe sur puce. Donc, Katharina, je vous laisse vous présenter rapidement et en quelques phrases, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle un organoïde? Bien sûr. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Katharina Chavez et je suis pharmacienne de formation académique. Je suis chez Sanofi depuis maintenant à peu près 5 ans et là actuellement je suis responsable de laboratoire en in vitro ADME. Donc ça veut dire notre équipe elle essaye de prédire in vitro l'absorption, la distribution, le métabolisme, l'élimination des médicaments candidats dans le corps humain. Et donc, oui, pour répondre à la question, pour que vous avez toutes les informations pour pouvoir suivre cet atelier, l'organoïde, c'est un modèle, c'est une version 3D miniaturisée d'un organe d'excellence du humain. Et que du coup, l'organoïde, du coup, on va le cultiver en laboratoire en utilisant du coup des cellules souches ou des cellules isolées des patients qui du coup vont se organiser de façon du coup 3D, qui vont récapituler les caractéristiques de l'organe enterré, la complexité cellulaire et de l'interaction intercellule et la fonction de l'organe enterré. Merci Katharina. Donc, en termes de biologie, c'est quelque chose qui est assez représentatif de l'activité d'un organe. Qu'est-ce qu'on appelle un organe sur puce dans ce cas-là? Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Jérémy Kramer. Donc, j'ai cofondé il y a une dizaine d'années une société qui s'appelle Chery Biotech. Et Chery Biotech, justement, s'attaque à la capacité à prédire les effets d'un candidat médicament en clinique. Alors, la technologie qu'on utilise pour développer ces modèles, c'est ce qu'on appelle les technologies organ on chip. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un organ on chip? C'est d'abord un instrument scientifique qui a une composée un peu particulière, un petit peu barbare, qu'on appelle la microfluidique, qui est l'art de cultiver des cellules, de déplacer des liquides dans le but de faire des opérations miniaturisées. Donc dans ces instruments, à l'échelle miniature, un peu plus petit que la taille d'un cheveu, on est en capacité de déposer des cellules complexes, des tissus, dont des organoïdes, dans lesquels en fait on va pouvoir vasculariser les tissus, on va pouvoir amener des cellules immunitaires, on va pouvoir contrôler les gaz dissous, on va pouvoir contrôler le pH. Donc on va pouvoir contrôler tous les paramètres physico-chimiques. Donc c'est instrument, contrôle et mesure. Je pense que c'est le point important de la technologie organ on chip.
Alors justement, pour préciser un peu pour le public, quelle est la différence principale entre un organe sur puce et un organoïde? Parce que pourquoi on parle de deux choses différentes? Est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce que c'est des choses qui peuvent se converger ou pas? Donc je vous laisse choisir qui va répondre. Ouais. Oui, Je peux commencer, ouais, vas-y. Ouais. Bah, comme j'expliquais, en fait, vraiment le sous-jacent qui est derrière la notion d'organe on chip, c'est vraiment l'instrumentation. L'organoïde, on reste sur le côté cellulaire. Donc les deux sont compatibles, ils ne sont pas nécessairement assemblés ensemble. Nous, dans la plupart des dispositifs qu'on développe, on utilise beaucoup d'organoïdes. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, 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 mais c'est tout à fait ça. Donc, l'organoïde, il y a cette notion de 3D, d'interaction cellulaire qui mime du coup ce qui est la configuration 3D qu'on voit dans l'organe. Mais l'organe sur puce va ajouter, au-delà de l'organoïde, ce côté, par exemple, de vascularisation, de microfluidique. Donc, il va apporter éventuellement un flux qui va potentiellement permettre une différente réorganisation aussi de la biologie cellulaire. Donc, pour moi, c'est un niveau un cran de plus par rapport à l'organoïde. Ouais, effectivement, je crois que c'est un sujet, c'est qu'avec les technologies organ on chip, on peut aller à un niveau de complexité supérieur. Parce que je ne sais pas, si on prend des cellules de poumon, on va pouvoir d'un côté vasculariser, amener de l'oxygène de l'autre côté des cellules, stretcher les cellules. Donc on est vraiment en capacité de reproduire le plus fidèlement possible, ça reste un modèle, le plus fidèlement possible ce qui se passe dans le corps humain. Et après, ce que je peux aussi complémenter par rapport à ça, c'est que dans une organe sur puce, on peut aussi mimer l'interaction multi-organes. Donc, on peut avoir deux organoïdes qui sont cultivés dans la même plateforme, dans le même support. Et là, on va voir les synergies entre des différents tissus et organes et l'impact beaucoup dans la recherche et aussi dans le développement des médicaments. C'est vrai que maintenant on commence à lire des papiers où on parle d'human on chip, c'est-à-dire quasiment plusieurs organes qui sont connectés et qui représentent un peu le métabolisme d'une molécule, après le foie qui vont dans différents organes. Donc, une fois qu'on a posé un peu le décor, l'important c'est de savoir en pharmacie, dans la recherche pharmaceutique, qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'utilise. Katharina, vous êtes chez Sanofi. Donc, oui, c'est un grand défi, mais ouais, effectivement, je vais présenter, pour pouvoir répondre à la question, là, il faut présenter un peu comment le développement d'un médicament est fait et organisé en termes de la recherche industrielle pharmaceutique. Peut-être que vous avez été à la session d'avant, on avait un peu parlé par rapport aux essais cliniques, mais avant qu'un médicament entre en clinique, donc ça veut dire chez l'homme, il y a une pluralité d'étapes qu'il faut faire en amont en termes de découverte et recherche de médicaments en termes précliniques, qui va dès l'identification de la cible à l'identification des candidats médicaments qui vont interagir avec la cible, les optimiser et finalement les tester en modèle dit vitro. Et modèle aujourd'hui, typiquement, les plus simples, et là on ne parle pas de 3D et de microfluidiques, mais c'est là où on va apporter les organoïdes et les organes sur puce. Et on parle aussi des modèles précliniques dits vivo, donc là les animaux utilisés en recherche. Et donc, les organoïdes et les organes sur puce, là, ils pourront apporter un avantage parce que, comme j'ai dit, les modèles 2D d'aujourd'hui, in vitro, ils sont très simplistes, ils sont très faciles à utiliser. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a un risque, en fait, un grand risque d'échec parce qu'ils ne miment pas la complexité qu'on retrouve, en fait, chez l'homme. Donc ils sont très très simplistes et d'autre part les modèles animaux, les animaux ils sont un très bon modèle, on va toujours les utiliser malheureusement je pense. Donc les organoïdes et les organes sur puce ne vont pas révolutionner complètement l'utilisation des animaux en recherche pharmaceutique, mais il y a un problème de transadaptabilité chez l'homme parce qu'il y a des différences non négligeables interespèces. Donc là, on rentre dans la limite des modèles animaux.
Euh, Oui, non, juste parce que pour Mm. préciser, je pense qu'on dit actuellement que 90% des molécules passent de la préclinique à la clinique tombent en clinique pour un problème de manque d'efficacité ou de toxicité qui n'est pas trouvé chez l'animal. Et donc, est-ce que vous pensez que les modèles organes sur puce devraient complètement faire chuter ce taux à zéro ou bien va le réduire, sachant qu'une partie du coût du médicament, c'est les échecs qui sont pris en compte. Non, Donc, mais exactement. Donc, j'allais rebondir précisément sur ça. Mais du coup, voilà, les étapes de recherche préclinique, vu comme elles sont conçues aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des fortes chances, en fait, que les candidats médicaments, une fois arrivés en clinique, échec. Et donc là, on revient à des taux de 90%. Donc, ça représente, en fait, à peu près des énormes délais jusqu'à qu'on puisse entrer le médicament chez l'homme. Et aussi des énormes coûts. On parle des milliards, des millions d'euros. Hein. Donc là, je pense que les organoïdes organes sur puce ne vont pas complètement résoudre le problème, mais si déjà on améliore, on va dire de 10% le pourcentage de succès, donc là, ça veut dire quand même une grande révolution et on aura quand même le potentiel de mieux identifier un médicament efficace, plus puissant qu'on pourra écarter des phénomènes de toxicité plus en amont et sélectionner celles qui ne sont pas toxiques avant d'aller en essai clinique et aussi mieux prédire la bonne dose chez l'homme et du coup de rester sur un niveau thérapeutique idéal. donc beaucoup de perspectives très intéressantes, très prometteuses. Mais Jérémy, quels sont actuellement les obstacles pour que ça soit vraiment complètement intégré dans une chaîne de découverte de médicaments, à la fois technique, administratif, réglementaire? Est-ce que vous pouvez faire un petit panorama de tous ces... Il y a beaucoup de sujets. Bon, déjà, il faut savoir que 75% des coûts d'un développement de médicaments, c'est de l'échec. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Bien sûr, aujourd'hui, les technologies organ-on-chip, c'est des technologies qui sont relativement récentes. Et donc, il y a un rapport au temps, je dirais, qui est important, à savoir les sociétés, les scientifiques doivent prouver la supériorité des modèles. On est encore à un moment où on doit prouver la supériorité. Ça avance progressivement, mais ces technologies, bon, l'impact qu'on a derrière, elles sont importantes. Donc, par rapport au sujet de la confiance, il y a bien sûr la recherche scientifique, elle doit avancer, des résultats publiés. Il y a un autre phénomène. Il y a une industrie qui existe avec les tests sur les animaux. Elle est extrêmement documentée, extrêmement organisée. Il y a une logistique derrière. Pour transformer cette logistique, il y a du temps. Donc, il va falloir faire un mouvement qu'on appelle industrialiser la microfluidique. Aujourd'hui, ça sort des laboratoires. Des sociétés comme les nôtres sont très jeunes. Donc, on doit vraiment faire ce mouvement pour se mettre à l'échelle industrielle dont les sociétés pharmaceutiques, bien sûr, ont besoin. Et ce n'est pas encore le cas. On y travaille tous fort, mais voilà, j'ai bon espoir. Et au niveau de la validation de ces modèles, est-ce qu'il y a déjà des retours d'expérience qui montrent qu'un organe sur puce, je pense au foie pour la toxicité, est aussi pertinent, voire plus pertinent qu'un modèle animal? Il y a une étude intéressante qui est sortie aux États-Unis d'une société américaine qui arrive à prédire l'amélioration de la toxicité sur le modèle foie de plus de 40%. Donc c'est hyper enthousiasmant, entre guillemets. Bien sûr, il va falloir continuer à développer des publications dans ce sens pour pouvoir, encore une fois, prouver la supériorité. Il y a un autre point qui est important, c'est qu'en Europe, en France, les tests sur les animaux, ils sont obligatoires. Il y a une réglementation qui a été mise en place, une directive, pardon, c'est pas une réglementation, une directive qui a été mise en place il y a quelques années, mais elle impose encore à utiliser des tests sur les animaux. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, parce que Joe Biden il a signé en 2022 ce qu'on appelle le Modernization Act, qui autorise les alternatives pour présenter les candidats médicaments en clinique. Donc ça, c'est nouveau. Donc c'est super, c'est encourageant. Bien sûr, ça révolutionne pas non plus les choses. Donc il y a ce rapport au temps, encore une fois, qui doit être pris en compte. Et en termes d'utilisation actuelle, parce qu'on parle d'expérience au niveau laboratoire, trouver des modèles plus performants, prouver l'efficacité, est-ce qu'il y a déjà, sur les organoïdes en particulier, des équipes qui travaillent avec des organoïdes, je pense aux organoïdes de patients,
pour les tumeurs pour essayer de trouver le meilleur traitement. Est-ce que vous pouvez élaborer, Katharina? Oui, 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 tout à fait. Donc là, il y a déjà une application directe des organoïdes, notamment, notamment dans le contexte, par exemple, où on isole du coup des biopsies de patients. Je pense notamment à des tumeurs. Du coup, on a la capacité de les isoler, de mettre en culture, et si correctement cultivés et maintenus en culture, ces organoïdes ont la possibilité de faire un screen, de faire une criblage des médicaments qui seront les plus efficaces pour traiter ces cancers. Donc là, on parle de médecine personnalisée. Et donc, c'est là la grande avantage, en fait, c'est que on pourra faire du coup des associations, des collaborations entre les centres médicaux, entre les différentes entreprises biotechnologiques, et même, je veux dire, l'industrie pharmaceutique, pour pouvoir d'ores et déjà identifier des applications directes pour identifier le meilleur médicament avec plus de chances thérapeutiques. Ouais, peut-être pour rebondir sur ce que dit Katharina, au tout début, on a parlé des phases précoces de développement d'un nouveau médicament, donc avant la mise sur le marché et avant les tests cliniques. Et il y a aussi ce que Katharina a expliqué, ce qui est la médecine personnalisée, où là, les médicaments sont déjà sur le marché. On est au lit du patient à l'hôpital avec les cliniciens et on va faire un prélèvement. Typiquement, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec l'Institut Gustave Roussy sur le cancer du sein. On va faire un prélèvement des tissus. On va les mettre dans des instruments, des organ on chip, et on va tester des stratégies thérapeutiques avant l'administration au patient. Donc ça, c'est extrêmement important parce que chaque patient, on le voit aujourd'hui, répond de manière individualisée. Donc il faut assister les médecins dans leur stratégie thérapeutique. Et c'est ça aussi que les organ on chip peuvent apporter. Et en pratique, quand on veut mettre en place un organe sur puce dans un labo comme Sanofi, vous faites ça tout seul, vous travaillez avec des biotech. Quel type de collaboration mettez-vous en place? Et je crois que vous avez eu un exemple dans le passé, donc c'est peut-être un peu une question biaisée, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer? Non, non, non. Du coup, nous, on se focalise surtout du coup, sur l'identification des molécules qui sont efficaces, sur les aspects d'identification des phénomènes toxiques associés aux molécules. Et on n'a pas aujourd'hui la capacité de développer surtout des organes sur puce, puisque c'est quand même ça englobe quand même il faut dédier pas mal de ressources en termes d'innovation technologique. Et là, on est à l'écoute en fait de l'écosystème et des entreprises comme Cherry Biotech pour savoir quels sont aujourd'hui les organoïdes et organes sur puce qui se développent autour de nous et qui peuvent mieux répondre par rapport à nos questions et qui peuvent s'adapter aussi au micro-environnement biologique qu'il faut adapter pour répondre aux questions d'efficacité vis-à-vis d'une certaine maladie, l'aspect de la distribution aussi, de l'accès à la cible. Donc là, je pense par exemple à des modèles, par exemple pénétration tumorale, qu'on a pu du coup collaborer notamment avec Cherry Biotech pour répondre à nos questions. Donc oui, aujourd'hui, on ne peut pas être sensible à ces technologies et on a besoin de cette énergie entre industrie pharma, entre biotech et aussi, j'ai envie de dire, même la recherche fondamentale et du coup les institutions académiques, parce que chacun va apporter un différent savoir-faire, que ce soit la recherche fondamentale, que ce soit l'innovation technologique, ou nous, la vision du développement du médicament et des besoins aussi réglementaires. Et Jérémy, côté biotech, comment vous voyez ça? Parce que Ouais. Donc, bien sûr, on va dire les industriels dont je fais partie, leur mission, justement, c'est de pouvoir accompagner les biotech, les pharma, les chercheurs vers ce changement de méthode. Donc, il y a vraiment un effort, on va dire, pédagogique pour l'accompagnement. On ne change pas un paradigme scientifique rapidement. Donc, ça, c'est vraiment le métier. Ensuite,
je dirais, il faut aller chercher d'abord les gens qui sont les plus prompts à réduire les tests sur les animaux. Donc ça, c'est un point important. Et puis, je crois qu'on voit aussi un autre phénomène, c'est un phénomène presque générationnel. Moi, je balance entre les deux âges, entre 20 et 60. Donc, je vois bien que la nouvelle génération, elle est vraiment très proactive dans le fait de pouvoir changer ses modèles. Et les jeunes, on va dire PhD students d'aujourd'hui seront les cadres de demain des grandes industries. Donc, je m'en fais pas. Mais après, si on imagine qu'actuellement les modèles animaux sont dans un schéma réglementaire de développement de médicaments, si on veut remplacer par des modèles alternatifs, il faut qu'il y ait une espèce de normalisation, de standardisation. Chaque boîte pharmaceutique ne va pas faire son modèle d'organe. Quelles sont les réflexions en cours? Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà des choses qui se mettent en place? Est-ce que vous le savez? Je m'imagine que oui, mais comment ça se passe? Ouais, c'est tout l'enjeu, c'est d'avoir un cadre de lecture commun sur la performance des organes chip. Dans la notion de performance, il y a plusieurs éléments. Donc il y a le développement, la maturité biologique. Donc on va parler de comme c'est fait pour les développements technologiques, on va évaluer à quel point ces organes on chip, ces organoïdes sont matures. Donc il y a un premier axe qui a été développé, notamment avec votre concours. Il y a un autre axe qui est un axe d'usage, parce que, comme disait Katharina juste avant, c'est pas si simple. Pour vous faire une analogie, c'est un peu comme faire de la cuisine, construire des organes on chip. Donc il y a des chefs étoilés, puis il y a des gens qui débutent. Donc il y a tout un écosystème qui doit favoriser la maturité des protocoles à développer. Donc il y a vraiment cet axe d'usage biologique. Et il y a un axe aussi qui est de maturité du système. Ouais, en fait. je peux peut-être rebondir sur ça. Et donc, il y a pas mal d'initiatives qui sont faites même par des partenaires industriels et des biotech d'organiser des espèces de consortiums entre les biotech et les industries pharma de façon à mettre entre guillemets à disposition des organoïdes ou des organes sur puce qui sont développés chez eux. Et en fait, ils mettent à disposition des différentes industries pharmaceutiques de façon que tout le monde se rende compte de quels sont en fait les avantages vis-à-vis un organe, l'utilisation d'un organe ou d'une utilisation particulière qui peut être celle de prédire la pharmacocinétique ou celle de prédire la toxicité d'un médicament. Et du coup aussi se rendre compte des éventuelles difficultés techniques d'application au quotidien, aussi de scalabilité, de reproductibilité, puisque là, on va avoir le même système dans les mains de différents partenaires industriels et on va pouvoir comparer pour le même essai, le même type d'essai, la variabilité de l'étude. Et donc, je pense que ces types de collaboration entre les biotech qui développent les organes sur puce et les industries pharmaceutiques sont essentielles pour pouvoir avancer dans la validation de ces outils et aussi pour pouvoir démontrer du coup, aux autorités réglementaires qu'ils sont tout à fait valables, qu'ils font preuve d'efficacité et de sécurité et qui, à un moment donné, ils pourront être utilisés sans risque comme modèle de remplacement des animaux aujourd'hui. Là, on parle d'une nouvelle c'est un grand méthodologie. chemin. Oui, une nouvelle méthodologie qui devrait à terme baisser le coût des médicaments, en tout cas du développement des médicaments. Mais là, il y a un investissement à faire. Est-ce qu'il y a assez d'argent qui est mis sur la table actuellement pour permettre aux biotech, à tous les investissements de dérouler? Et deuxième question, c'est au niveau européen, parce que la France ne va pas développer son propre modèle de son côté. Il faut qu'on se mette en accord avec les autorités européennes sur la. Donc, est-ce qu'il y a des discussions en cours pour faire le pendant de ce que la FDA a fait aux États-Unis? Oui, peut-être pour la partie réglementation, les sociétés et les laboratoires académiques et les sociétés pharmaceutiques, elles font ce va-et-vient avec les autorités de santé, la FDA, l'EMA, justement parce qu'ils doivent découvrir la manière dont ils vont nous évaluer. Donc à chaque fois qu'on leur rapporte des résultats, ça leur donne un peu plus d'insight, de compréhension de comment on peut être évalué et comment on va encadrer tout ça. Parce que je pense qu'à terme, il va y avoir un encadrement législatif.
Ensuite, pour ce qui est du question du financement, c'est toujours délicat. On parle de technologie, deep tech, dans la santé. C'est le temps long. Le temps long, la finance n'aime pas forcément. Il y a des financements de temps long, mais on a, nous, en Europe, un énorme soutien de la Commission européenne qui a mandaté beaucoup de structures pour pouvoir financer l'innovation en deep tech. Donc ça permet de rattraper un petit peu le retard qu'on a par rapport au financement américain que vous connaissez bien. Donc voilà, je suis confiant. C'est juste un peu plus long pour nous, mais on s'accroche. Écoutez, je vous remercie. Je pense que si on veut laisser un peu de questions dans l'audience, je pense que on va arrêter là la discussion. Est-ce qu'il y a des questions de la part de personnes qui assistent à la présentation? Vous avez cité des exemples d'organoïdes ou d'organes sur puce. Concernant les organes ou les modèles de pathologie, si on peut dire, qui sont ciblés en premier par les startups qui innovent dans ces domaines, qu'est-ce que vous citeriez en premier? Alors, ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est surtout les organes de tox, donc la cardiotox et le foie. Pourquoi? Parce que c'est les causes principales de retrait d'un médicament en phase clinique. C'est souvent sur des problèmes cardiaques ou des problèmes d'inflammation du foie. Ouais, après, en termes de modèles de maladies, il y a pas mal de. Je pense notamment au cancer et même aux maladies neurodégénératives. Il y a des organismes qui sont conçus pour mimer, dans le cas de maladie neurodégénérative, mimer la maladie de Parkinson, l'Alzheimer et du coup la dégénérescence cellulaire neuronale. Et le cancer, vu la diversité des différents types de cancers, c'est clé d'avoir ce type de système pour pouvoir évaluer l'efficacité des candidats médicaments selon le type de cancer. Dans une structure 3D, puisque là, en 2D, la cible, elle est plus disponible, mais la tumeur, elle a une complexité, une richesse qui apporte aussi une difficulté pour que le médicament atteigne sa cible. Donc, je pense qu'il y a quand même besoin de cette notion de la complexité de la tumeur qui est bien récapitulée dans un modèle type organoïde. Et peut-être pour compléter très rapidement, la limite du modèle animal, notamment, c'est la réponse immunitaire. Il y a énormément de développement de candidats médicaments qui sont basés sur des immunothérapies. Donc aujourd'hui, on s'intéresse extrêmement aux organoïdes pour leur composante recrutement des cellules immunitaires. Donc ça, avec des cellules immunitaires humaines. Donc ça, c'est aussi un très gros développement. Question. Moi, je vais rebondir sur ce que vous dites. Vous parlez beaucoup de cancer, etc. Aujourd'hui, est-ce que vous avez assez de recul sur la recherche, sur la génomique, surtout dans les maladies génétiques, etc., où les traitements sont compliqués et on voit que les grandes firmes qui travaillent là-dessus sont souvent des firmes américaines. Comment ça se fait qu'aujourd'hui en France, on a beaucoup de retard? Moi, j'ai un exemple où je suis dans un essai clinique avec Novartis depuis 5 ans. Comment ça se fait qu'on a affaire à Novartis alors qu'on a des leaders en Europe et en France même? Et pourquoi on ne s'est pas investi dans la génétique plus tôt? Parce que le séquençage est arrivé il n'y a même pas 10 ans. Le vrai séquençage ADN. Je peux faire un début de réponse, mais ça ne sera pas complet. Parce que, en fait, ça, je ne sais pas, ça va dépendre de toutes les stratégies de développement de chaque société. Donc il y a des sociétés qui vont faire des stratégies, je sais pas, sur l'immunité. Peut-être qu'elles sont françaises ou pas. Donc, chaque société pharmaceutique va avoir des thématiques d'intérêt majeur et ils ne peuvent pas traiter toutes les maladies. Donc, moi, je peux vous reposer une question, mais est-ce que c'est pas d'abord leur portefeuille qui regarde avant de regarder la santé des Français? Parce qu'aujourd'hui, une maladie génétique, c'est 1% de 10 000. Ça n'intéresse pas la pharmaceutique. alors, Je suis un peu caricatural, mais je fais partie de plusieurs structures de recherche là-dessus et on se rend compte qu'on a du mal à investir les firmes privées.
Ouais, moi j'ai l'impression qu'on est un contre-exemple. Donc il y a quand même des choses qui se passent et ça évolue. Bien sûr, il y a un rendement financier à avoir, hein, c'est des sociétés. Hein. Mais il y a quand même de l'innovation qui se fait, il y a quand même des choses qui avancent. Donc moi je reste optimiste. Ouais, si je peux dire quelque chose à propos de ça, c'est Seconde. ouais, rapidement. Il y a des choix qui sont faits effectivement en termes des arts thérapeutiques qui sont focalisés. Et aujourd'hui, c'est vrai que par exemple chez Sanofi, on se focalise de plus en plus sur des maladies immunitaires, du système immunitaire ça ne veut pas, on ne peut pas être partout en termes de recherche de solutions des médicaments. Écoutez, merci pour votre attention. J'espère que vous en savez un peu plus sur les organes surplus, sachant que c'est encore quelque chose qui a beaucoup de choses à développer avant d'être vraiment mis en routine. Merci. Merci.